Comme vous avez pu le voir, nous avons énormément de questions, en effet, qui vont se poser à nous durant toute cette semaine de la formation continue dans le cadre de cette conférence de comparaison internationale, comme le soulignait Olivier Faron. Je voudrais peut-être en introduction, Lucille, expliquer davantage finalement qu'est-ce qu'une conférence de comparaison internationale, puisqu'en effet, une conférence de comparaison internationale, c'est davantage qu'une simple conférence internationale, en ce sens où nous allons bien vivre une aventure très particulière, tous ensemble. Nous sommes réunis finalement sur une plateforme, il se trouve aujourd'hui à distance, pour faire échanger d'un côté des décideurs, des experts internationaux, et de l'autre des producteurs de politiques éducatives et des dispositifs de politique éducative, afin de construire tous ensemble des recommandations qui peuvent inspirer des pays. Donc vous voyez bien que finalement une conférence de comparaison internationale, ce ne sont pas seulement ces 2 jours, c'est bien plus. C'est vraiment une activité qui permet de mettre en relation, de faire échanger d'un côté la recherche des décideurs internationaux et de l'autre, vous, ce public participatif, pour créer des recommandations pour chacun des pays dans lesquels nous sommes. Nous considérons au CNESCO que la comparaison internationale ne signifie pas la transposition ou l'imposition de politiques éducatives depuis un pays vers les autres, non. Nous considérons vraiment que la comparaison internationale, c'est un outil magnifique pour réfléchir ensemble, pour s'inspirer et non pas transposer simplement des politiques éducatives. Il y a bien 3 étapes dans une conférence de comparaison internationale. Tout d'abord, la production de ressources scientifiques. Et nous avons pu travailler avec le comité d'organisation Régis Mallet, Olivier Molini depuis 2 ans pour vous offrir tout un ensemble de rapports. Il y a également, deuxième étape, cette plénière. Donc là, nous allons pendant une semaine pouvoir échanger avec des acteurs internationaux et puis aussi échanger autour de cas français ou de cas qui sont dans les différents pays qui sont connectés aujourd'hui. Troisième étape, les préconisations pour soutenir les politiques éducatives. Donc, première étape, les ressources, 2 ans de travail pour vous offrir finalement tout un ensemble de ressources dont vous avez été destinataire. Ces ressources, alors du côté français, évidemment, c'est un bilan de ce qui est passé en France, mais aussi plus intéressant pour l'ensemble des pays qui sont réunis aujourd'hui dans cette conférence de comparaison internationale. Ce sont donc des synthèses de la littérature scientifique sur les politiques éducatives efficaces en termes de formation. Ce sont également des exemples, des cas particuliers qui nous décrivent comment certains pays ont développé depuis 2-3 décennies des politiques exemplaires en matière de formation continue. Ces ressources ont été portées, je ne les présente plus, par Olivier Molini, par Régis Mallet, mais également par un incontournable du CNESCO, Claude Lessard, qui est professeur émérite à l'Université de Montréal et qui auparavant a dirigé le Conseil supérieur d'éducation. Vous aurez aussi l'ensemble des notes des experts qui interviennent pendant ces 3 jours de conférence de comparaison internationale, par écrit, mais aussi vous aurez l'ensemble des vidéos et tout ça se retrouve sur le site du CNESCO qui est vraiment un centre de ressources pour tous ceux qui veulent, consulter par la suite ces ressources. Ces rapports seront publiés dès janvier à l'extérieur de notre conférence. Deuxième étape, après les ressources, les séances plénières. Donc là, nous allons échanger pendant toute une semaine avec une dizaine de pays différents. Je ne les cite pas tous, vous allez les voir, la Finlande, la Suède, l'Estonie, etc. Ils vont être tous là. Et puis, troisième étape, finalement, les préconisations. Nous sommes là, évidemment, aussi pour construire tous ensemble des préconisations. Alors, des préconisations pour la France, mais aussi, selon les pays dans lesquels vous êtes, certainement peut-être des préconisations pour votre pays. Ces préconisations, c'est un travail extrêmement ardu, rigoureux, qui est donc réalisé dans le cadre des ateliers. Ces préconisations, elles doivent évidemment s'appuyer sur les bilans dans chacun des pays, sur les résultats scientifiques, sur ce que vont nous apporter les acteurs
internationaux en termes de politique exemplaire, mais aussi d'erreurs. Je pense que les erreurs aussi nous enseignent ce qu'il ne faut pas faire dans d'autres pays. Ces ateliers participatifs sont extrêmement importants. Nous avons la chance, vous êtes plusieurs centaines à être inscrits dans 12 ateliers qui auront lieu, en tout cas pour la France, dès ce vendredi. C'est extrêmement varié. Je remercie vraiment l'ensemble des collègues qui se sont inscrits. Nous avons vraiment tout le panel de la communauté éducative qui est réuni, très diversifié, aussi bien l'éducation nationale, avec des enseignants, des chefs d'établissement, des inspecteurs, des personnels auprès des DAZEN, des rectorats, des chercheurs, des gens dans les instituts de formation, etc., etc. Donc je pense que ça va être pour nous, des parents, des élèves, ça va être pour nous extrêmement riche en termes de travail sur les préconisations. En France, ces préconisations seront publiées fin janvier 2021, en même temps que je vous dis, comme toutes les ressources. Cette CCI, évidemment, cette conférence de comparaison internationale en 2020 est un peu particulière, puisque nous sommes malheureusement tous ensemble au milieu d'une pandémie extrêmement grave. Au CNESCO, nous avons longtemps réfléchi. Est-ce qu'il faut finalement repousser toutes ces conférences parce que nous ne pouvons pas nous retrouver en présentiel, ou est-ce qu'au contraire, il faut relever le défi? Au CNESCO, nous aimons le risque et donc nous avons quand même décidé de nous réunir, et je vois que nous avons raison parce que nous sommes aujourd'hui extrêmement nombreux et vous êtes très nombreux à vous être inscrits dans cette conférence. Donc, défi à relever. Je vous disais, nous n'éviterons pas les couacs, je préfère le dire de façon très claire, d'où un ensemble de vidéos d'experts que de toute façon, même si vous n'accédez pas aux ressources, vous retrouverez sur notre site internet à partir de la semaine prochaine. Donc, en cas de difficulté, ces ressources-là sont bien là. Au CNESCO, nous avons vraiment décidé en fait de transformer une contrainte, la pandémie, le distanciel, en des opportunités. Et du coup, très clairement, nous avons internationalisé et multiplié les acteurs. Alors, comment ça s'organise? Vous voyez là l'emploi du temps de la conférence. Nous ne sommes plus sur les 2 journées en présentiel des conférences de comparaison internationale. Nous avons bien une semaine de la formation continue avec cette conférence. Nous allons nous retrouver pendant 3 jours sur la pause méridienne, heure française, de midi à 15 h. Donc, autour d'échanges avec les experts internationaux. Et puis, dans tous les cas, donc ils seront en vidéo dans leurs échanges, mais chacun s'est vraiment prêté au jeu d'1 heure de questions-réponses. Donc, hi Michael and Jan, thank you for joining us. Donc, nous aurons à la fin de cette session 1 heure de questions-réponses avec Jan Mentor, Michael Foulan et puis évidemment les 2 coprésidents de la conférence. Et puis jeudi, vous voyez, en France, nous aurons des ateliers le matin et l'après-midi pour justement construire ces préconisations. Tout est accessible en direct, mais aussi en différé à partir de la semaine prochaine. Innovation, nous avons décidé finalement de faire de cette contrainte du distanciel une chance, une opportunité nouvelle, en créant finalement en France toute une série d'ateliers grâce à Canopé dans les différentes régions en janvier 2021. Ça veut dire que à côté des ateliers traditionnels du CNESCO, nous aurons encore plus de remontées du terrain pour le cas français grâce à Canopé qui organise ces ateliers en région. Et puis la deuxième grande opportunité, évidemment, du tout en distance, c'est une très grande internationalisation de cette conférence. Ce matin, donc, le coordinateur exécutif du CNESCO me listait l'ensemble des pays présents. Donc, nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une conférence française. Très clairement, nous sommes dans une conférence qui est aussi complètement internationale grâce à ses participants. Donc, c'est tout d'abord un partenariat fort entre l'Agence universitaire de la francophonie à travers son programme Apprendre, qui nous permet d'accueillir des délégations de République démocratique du Congo, des Comores, de Guinée, du Niger, du Tchad. Donc, bienvenue à tous.
Nous avons aussi la chance d'avoir des représentants du Conseil supérieur d'éducation du Québec, de l'Instance nationale d'évaluation du Maroc, de l'Observatoire national de la qualité scolaire du Luxembourg, et puis vous êtes également très nombreux à venir de Belgique, de Suisse, de Moldavie, de Roumanie, de Lituanie, je ne peux pas citer tout le monde, de Finlande, des collègues de Chine, de l'université de Shanghai, du Bénin, du Sénégal, etc. Donc, vraiment, bienvenue à tous. Nous sommes très heureux que cette initiative puisse être vraiment une conférence de comparaison internationale dans tous les sens du terme. Alors, une conférence internationale, je l'ai dit, c'est un lieu échange entre ces experts et puis échange entre l'ensemble de ce public participatif. Donc, comment communiquer entre nous, quelles sont les règles? Donc, en tant que participant, vous pouvez bien évidemment utiliser le chat traditionnel pour échanger entre vous, plus particulièrement. Vous verrez que, parce que nous sommes très nombreux, nous avons fait le choix de ne pas avoir des caméras ou des micros. Mais par contre, nous sommes évidemment complètement à l'écoute, voire en attente de vos questions suite aux interventions des différents experts. Il faudra par contre poser ces questions aux experts, non pas par le chat, mais exclusivement via l'outil des questions-réponses. Donc, il y a un petit bouton, donc vous voyez tout en bas Q et R, questions-réponses. Donc, s'il vous plaît, utilisez cet outil pour poser ces questions. N'attendez pas la fin des interventions, vous pouvez poser, voire même ce serait mieux que vous posiez vos questions au fur et à mesure, puisque de notre côté, nous allons centraliser l'ensemble de ces questions. Et puis, revenir vers vous avec ces questions durant le temps d'échange à la fin de cette première plénière. Pardon. Les experts seront présents en direct, merci à chacun d'entre eux, durant la phase finale de questions-réponses. Comme je vous l'ai dit, avec des problèmes techniques, des problèmes de fuseau horaire, l'ensemble des experts ont été interviewés et ont donc produit des vidéos préenregistrées. Ces présentations sont sous-titrées, donc il n'y a pas de traduction orale simultanée, et les conférenciers s'expriment dans leur langue d'origine, soit l'anglais, soit le français. Donc à tout moment également, communiquant aussi à travers Twitter, n'hésitez pas à communiquer sur le fil Twitter CCI CNESCO. Je terminerai par évidemment l'interrogation centrale. Pourquoi aujourd'hui le CNESCO et l'ensemble de ses partenaires ont décidé de construire une conférence de comparaison internationale sur la formation continue? Tout d'abord, de façon récurrente, nous avons eu dans tous nos rapports toujours cette recommandation, il faut développer la formation continue, que l'on parle du numérique, de l'école inclusive. Bref, la formation continue a été toujours au cœur de nos préconisations depuis la création du CNESCO. C'est une demande extrêmement forte des enseignants que l'on retrouve toujours. Cette demande, finalement, est récurrente. On retrouve aussi cette demande de façon très récurrente dans les enquêtes internationales, notamment autour de 3 objets. La conduite, le suivi des élèves en situation de handicap, le numérique et la différenciation pédagogique. C'est une formation, vraiment, ce sont des formations qui sont vraiment revendiquées par les enseignants. Et puis, de façon plus générale, lorsque nous avons commencé à échanger avec les partenaires étrangers, tout le monde nous a dit, oui, pour nous, c'est une des questions centrales. Les enseignants, les personnels de direction, l'ensemble des personnels d'éducation, il faut pouvoir les former pour pouvoir faire avancer notre système. La formation continue, elle est devenue vraiment un objet stratégique en France, à travers vraiment depuis une dizaine d'années des réflexions sur les réformes de formation initiale, avec des assises de la formation continue, avec aujourd'hui un schéma directeur de la formation continue qui a été développé en France, des plans mathématiques et des plans français de formation au primaire, un ensemble de plans aussi de formation à l'éducation, à la citoyenneté, pour ne citer que quelques initiatives, des grands plans de formation continue, magistère. Donc, on voit bien que nous avons besoin de progresser parce qu'aujourd'hui, la formation continue est vraiment une question stratégique de premier plan. Les problématiques des plénières, eh bien, vous voyez, elles correspondent à l'ensemble de ces questions.
Aujourd'hui, nous avons donc 4 experts pour finalement introduire ce sujet, comment penser les politiques de formation d'un point de vue systémique. La deuxième plénière, demain, mardi, midi à 15 h, heure française, sera centrée sur, vous voyez le titre, comment intégrer la formation continue et le développement professionnel dans les métiers des personnels d'éducation. Donc, on y parlera de continuum de formation, formation initiale, formation continue, d'intégration de la formation dans les carrières, de référentiel de compétences, d'établissements apprenants avec l'Estonie, le Japon, Singapour, la Suisse. Et puis, dernière plénière, quelle dimension prendre en compte pour concevoir une politique de formation efficace au regard des résultats de recherche. Là, on parlera évidemment de l'intégration des résultats de recherche dans les formations, des formations en ligne, des pratiques collaboratives, comment on analyse les besoins et on ira, on voyagera en Allemagne, au Québec, en Finlande et en Écosse. Donc, vraiment un grand merci à l'ensemble des experts qui interviendront tout au long de ces journées. Ils nous accordent leur temps, je crois qu'il faut vraiment les en remercier. La plénière d'aujourd'hui, je ne représente pas nos 2 coprésidents, Olivier Molini et puis Régis Mallet. Donc, un grand merci à vous. Nous avons après donc Michael Foulan, grande sommité de la recherche. Donc, hi Michael, thank you for being with us, puisqu'il est en fait 6 h 30 du matin à Toronto. Donc, Michael Foulan nous vient de l'Université de Toronto, c'est l'ancien doyen de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, professeur émérite à l'Université de Toronto. Il est à l'initiative de la prestigieuse initiative mondiale New Pedagogies for Deep Learning et il a été très longtemps, une dizaine d'années, de 2003 à 2013, conseiller spécial du Premier ministre Dalton en Ontario. Nous avons également aujourd'hui avec nous Jan Manter, qui dressera, lui, un panorama international. Donc, Jan Manter est professeur émérite spécialisé en formation des enseignants au sein de la faculté des sciences de l'éducation de l'université d'Oxford. Il a été président de l'association britannique pour la recherche en éducation de 2013 à 2015. Donc, un grand merci à vous deux de nous accorder votre temps. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Olivier Molini et Régis Mallet qui vont donc finalement nous apporter des grilles de lecture qui ouvrent cette conférence. À toi, Olivier.